Mona Azam, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de ces rencontres, ces micro-portraits que je réalise dans le cadre du réseau Rencontres des auteurs francophones auquel vous appartenez et dont vous êtes par ailleurs une ambassadrice pour la région sud de la France, si on peut l'appeler comme ça, la région sud, magnifique région du point de vue littéraire aussi. Est-ce que Oui, elle a une spécificité littéraire qui tient à l'endroit, au lieu, à ce dont on connaît la magie quand on vit dans le Nord. bien sûr. En fait, je suis plutôt du sud de la France, donc de Montpellier, mais je suis aussi la responsable pour la France, hein, du réseau Rencontre des auteurs francophones. Et pour revenir à votre question, effectivement, on est au bord de la mer et la mer est chère à tous les auteurs, je dirais, puisque nous avons cette chance de pouvoir puiser dans le sel même de la Méditerranée, la source de nos écrits. Donc c'est une source d'inspiration. C'est aussi à l'image de l'écriture. Quand on est devant une page blanche, on est devant une mer de solitude et de remous et de vagues parfois, et on se laisse porter. Alors soit on sait nager, soit on peut se noyer. Le risque est là, comme dans toute aventure d'écriture. Alors, en ce qui vous concerne, effectivement, vous avez bien fait de corriger que c'est pour l'ensemble de la France que vous êtes l'ambassadrice de ce réseau international. J'aurais aimé savoir quel était, si on veut essayer de faire votre portrait dans le lien avec la littérature, l'écriture, le livre, quel était le lien enfant que vous aviez avec la lecture? J'ai lu que vous étiez né en Côte d'Ivoire, votre famille s'est finalement déroutée vers Beyrouth et puis vous êtes maintenant à Montpellier, comme vous le dites. Alors, quelle est l'enfance? Comment ça s'est passé par rapport au livre? Je crois que mon enfance s'est déroulée sous le signe de la lecture grâce à ma mère, hein, qui était elle-même une grande lectrice. Et à notre époque, époque heureuse, hein, que vous avez connue aussi, Jean, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les téléphones, les télévisions. La lecture était partie intégrante de nos vies. Moi, c'était un livre par jour, au minimum, très petite, hein, dès que j'ai appris à lire, et l'écriture allait aussi en parallèle puisque je griffonnais déjà de manière très précoce à 10 ans. Il y a pas longtemps, j'ai retrouvé un premier roman qui date de mes 12 ans. C'était vraiment impressionnant et c'était aussi ridicule, je dirais. Mais voilà, c'est une première amorce, je dirais, d'une carrière littéraire qui depuis n'a pas cessé d'évoluer. Moi, j'écris comme je respire, et la lecture et l'écriture. Je suis aussi professeur de lettres, donc je suis dans cette transmission permanente, je dirais, au quotidien, et dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. Donc la lecture, c'est un peu la calebasse dans laquelle je suis tombée très petite en Afrique déjà. Alors, à 12 ans, le premier roman, vous l'avez relu. Ça racontait quoi ce premier roman qu'on écrit à 12 ans après avoir beaucoup lu? Alors ça parlait de l'Afrique, mais ça parlait surtout d'un premier amour, hein, ces amours de jeunesse, et très métaphorique, bien sûr, puisque à 12 ans, on est incapable de savoir de quoi l'avenir est fait. Mais c'est un roman empli d'innocence et empli de naïveté propre à l'enfance, hein, mais très bien écrit et sans aucune faute d'orthographe, hein. Et ça, c'était déjà un signe, je dirais. Mais je le conserve précieusement comme mon premier écrit, hein, finalement, qui n'est pas destiné à être publié, loin de là, mais c'est ma première œuvre aboutie. 135 pages, c'est pas mal. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est pas un petit roman, c'est Tout à déjà fait. considérable. Alors, peut-être que la question que j'ai envie de vous poser maintenant, peut-être que la réponse se trouve déjà en partie dans ce premier roman, mais quel est, malgré tout, je la pose, quel est le moment où, en écrivant un texte, vous vous êtes dit, ce texte-ci que j'écris a une autre portée que simplement la portée de communiquer, que vous entriez dans une dimension esthétique en écrivant un texte et à quel moment? C'était il y a quelques années déjà, il y a 15 ans, et j'ai entrepris l'écriture
d'un roman sur les rencontres hein, et ce qu'elles peuvent apporter à notre vie. Et c'est à ce moment-là que, en passant de page en page en page, en noircissant ces pages, je me suis dit, là, j'écris pour être lu. Je n'écris plus pour moi et j'écris pour être lu. Et cela s'est confirmé par la suite où le premier roman publié, je veux dire, est un apprentissage en soi parce que on débute, on ne sait pas où on va. Et par la suite, chacun de mes romans était écrit dans cette perspective-là. J'ai des messages à transmettre et je veux les transmettre. Et heureusement, le public reçoit ces messages et il se les approprie parce que le premier roman, on prend conscience qu'une fois achevé, qu'une fois publié, il ne nous appartient plus. Et couper le cordon ombilical avec un texte qui est issu de nous, ce n'est pas anodin. C'est une entreprise renouvelée à chaque publication finalement, et c'est une suite de séparations à l'image de la vie et de retrouvailles parfois. Est-ce que je comprends bien que le message est antérieur à l'écriture et que il y a un projet de transmettre un message au moment où vous écrivez une fiction? Et le projet de transmission est antérieur. Après, certains écrits, je dirais, s'imposent d'eux-mêmes. C'est le cas de Camus, L'Espoir du monde, hein, qui Magnifique. d'ailleurs est finaliste du prix Mons. Hein, Oui. ça fait partie de la trilogie féminine et j'en suis très heureuse. Ce roman est né d'une volonté justement de transmettre au grand public euh, la voix d'Albert Camus qui, plus que jamais, nous est essentielle aujourd'hui. Dans un monde préoccupé par l'individualisme et l'égotiste, je dirais, il nous faut cette voix humaine. Et c'était l'objectif de Camus, L'Espoir du monde, hein, auquel j'ai consacré 10 ans d'écriture. Ce n'est pas rien non plus. Alors, de Camus, vous êtes une spécialiste reconnue. J'imagine que dans vos cours à l'université, vous donnez et vous évoquez la figure, l'œuvre, les engagements d'Albert Camus. Je voulais vous proposer une phrase pour qu'à partir d'elle, vous nous expliquiez un peu ce qu'est ce dernier livre, cette fiction que vous avez écrite autour de Camus, donc que je n'ai pas lu. Donc, ce n'est pas une interview sur le livre, mais sur ce que vous allez pouvoir nous en dire. Alors, la phrase de Camus que j'aime à citer est celle-ci. Il y a dans chaque cœur un coin de solitude où personne ne peut atteindre. Est-ce que, à travers cette phrase-là, on ne pourrait pas dire que la littérature permet d'atteindre ces espaces de solitude dans le cœur des hommes? Bien sûr que c'est la littérature et plus particulièrement les mots. Les mots sont au centre de l'écriture et que serions-nous, pauvres humains, si nous n'avions pas la maîtrise des mots? Un mot peut sauver le monde, un mot peut faire rêver, un mot peut détruire et peut tuer aussi. Le mot, c'est le moyen par lequel on parvient justement à rompre, à combler cette solitude tout en sachant qu'elle reviendra et qu'elle persistera et qu'il faudra d'autres mots de nouveau pour pouvoir le temps d'une lecture ou le temps d'une écriture, se dire je ne suis plus seule face à moi-même. Euh, Camus, je pense, c'est le titre d'ailleurs d'une œuvre que sa fille lui a consacrée, solitaire et solidaire. Et l'un ne va pas sans l'autre, à mon sens. Quand on lit, on est seul, mais on est en même temps solidaire de celui qu'on lit. Et quand on écrit, on est dans la même dimension. Il permet aussi ce sentiment qu'ont beaucoup de lecteurs, à certains moments de lecture de livres importants, de se dire je ne me sens plus seul face à une situation que je ne parviens pas à affronter, simplement parce que quelqu'un d'autre les a formulées, non pas les a résolues, mais les a formulées. Tout à fait. Un livre est une main tendue vers l'autre, vers des multiplicités d'autres. C'est aussi un livre tendu vers cet autre nous-mêmes. Et j'ai envie de dire, ces autres vous-même, parce que vous-même qui écrivez, vous le savez. Moi, je pense souvent, dès que je commence à écrire, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Et la plume est ainsi.
on a cette chance et je dirais aussi cette tragédie d'être une multiplicité d'autres écrivants. Et à ce moment-là, la lecture, on va vers l'autre parce que l'autre nous a tendu la main. Et c'est très beau comme image. Vous indiquez que Camus est encore plus nécessaire aujourd'hui qu'il ne l'a été à chacune des époques de l'histoire contemporaine. Dans votre manière de le lire et de l'enseigner, quelles sont les différentes lectures, les différentes étapes de votre apprivoisement de l'œuvre de Camus? Alors, il y a Camus, bien sûr, mais il y a aussi Romain Gary, hein. C'est aussi l'objet de mon nouveau roman, tout nouveau, qui sera disponible à Mons également. Euh, Camus, pour l'aborder quand on est jeune, ce n'est pas évident. Moi, je suggère toujours de l'aborder par le biais de Noces ou de l'été. Puis le premier homme, lire l'étranger quand on a 15 ans, on n'est pas en mesure de saisir la profondeur et encore moins lire la lecture de La Chute, qui est un roman inouï. Mais avec mes élèves, j'aborde Camus de la manière la plus naturelle qui soit. C'est le petit enfant pauvre d'Alger et qui finalement a tout réussi, euh, malgré le fait que sa mère était inalphabète. Et ça touche les enfants, hein, ça touche les élèves, qu'il ait pu surpasser justement ce milieu. Hein, puisqu'on entend souvent dire que c'est le milieu qui fait que les jeunes lisent, ils sont cultivés. Ce n'est pas forcément vrai. Il y a à un moment ou l'autre la main tendue de quelqu'un, d'un enseignant, et je salue tous mes collègues enseignants, par là même, cette main tendue qui peut aussi orienter et façonner le destin d'un individu. À l'heure où aujourd'hui on critique beaucoup les enseignants, nous faisons quand même un travail extraordinaire et passionnant. Et c'était le cas pour Camus en particulier, pour Camus, le bien petit sûr, Albert qui a été repéré par son instituteur pour avoir tout à accès fait. à un enseignement supérieur. C'est à qui il a rendu hommage dans ce discours de Suède, qui est un modèle Et, d'éloge de l'enseignement. et le petit folio Gallimard, hein, Lettre à Monsieur Germain, qui est un bijou, hein, que mes jeunes élèves s'approprient, aiment lire, et on pourrait en parler pendant des heures. Mais Gary aussi, hein, fait partie de ces intellectuels du XXe siècle qui ont su rester dignes de leurs convictions et assumer jusqu'au bout de leur vie. Ce sont des auteurs à saluer. J'ai le sentiment que Gary, on le lit moins, il est moins familier que Camus, alors qu'il était un des premiers écrivains écologistes dans le sens de la défense des éléphants, par exemple. Exactement. Il y a un retour et un engouement nouveau pour Gary en France. Moi, je l'ai mesuré parce que j'ai publié un roman là qui est sorti il y a pas longtemps, Romain Gary ou La promesse du crépuscule. Et les gens viennent vers moi pour me dire Ah, mais Romain Gary, quelle personnalité magnifique. Et il y a un retour hein, d'engouement. Il est dans les programmes scolaires, ce qui est très bien. Et donc, c'est mérité, au même titre que Camus. Euh, et puis, Les Racines du ciel, effectivement, c'est un texte fondateur du mouvement écologiste, je dirais. Alors, la question que je vais poser maintenant est un peu difficile parce que je n'ai pas lu ni le Camus que vous avez écrit, ni le Gary. Mais comment écrit-on une fiction à partir de personnages d'écrivains? C'est vrai qu'ils ont vécu énormément par ailleurs, en plus de l'acte d'écrire, et ils sont des personnages tout à fait romanesques, l'un et l'autre. Mais quelle est la démarche que vous avez, quelle est la logique que vous avez suivie pour transformer en fiction ces deux auteurs? Alors, Romain Gary, c'était plus facile parce que pour moi, c'est un véritable personnage de roman. C'est l'homme caméléon, c'est l'homme qui a vécu toute sa vie comme dans une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, il a baissé lui-même le rideau, hein. Personne l'a baissé pour lui. C'était beaucoup plus facile parce que beaucoup plus, je dirais, humain par ses fragilités, par ses failles. Euh, pour Camus, c'était
très difficile parce que j'ai par nature une écriture assez poétique et me glisser dans la personne de Camus, emprunter son style et me dire que je ne parle pas de n'importe qui, je parle d'Albert et j'en fais un personnage de roman. Et est-ce que je suis à la hauteur de ce personnage? Ça a été très difficile. J'ai passé des heures à écouter tous les discours qu'a pu faire Albert, à lire, à relire. 10 ans de travail. Et au bout du compte, il m'a suffi d'une rencontre avec sa fille, Catherine Camus, à Lourmarin, chez Albert, pour que je prenne la décision de publier ce texte après un passage sur sa tombe à Lourmarin. Et j'ai senti que j'étais prête. Mais ça n'a pas été facile comme décision à prendre. Et je craignais qu'on me reproche justement de vouloir me substituer à Albert Camus. Je ne suis pas Albert Camus. Mon objectif, c'était de faire entendre sa voix, de le ramener dans les années 80 et de faire entendre sa voix de nouveau et de pousser le lecteur à lire Camus, le lecteur qui ne connaît pas forcément Camus. Et je crois que l'objectif est atteint. Très bien. Et donc, je remarque que vous l'appelez Albert maintenant quand vous l'évoquez. Et puis Albert Camus. Mais alors, Catherine Camus a lu le livre terminé. Elle a réagi à. Alors, pas de réaction, mais pas de réponse, pas de nouvelles, bonne nouvelle, quoi. Tout à fait. Elle m'a déjà accordé beaucoup de son temps et je la remercie pour cela. C'était pas évident. En plein Covid, Oui, oui, c'était oui. une expérience inoubliable. Très bien. Alors, on pourrait prolonger, si on parle de Gary, de Camus, de littérature, on pourrait prolonger évidemment à l'infini, mais le temps nous est compté. Alors, Et j'ai deux questions pour terminer cet entretien, qui j'espère en précédera d'autres sur vos deux livres, notamment sur le Camus et sur le Gary. Qu'attendez-vous d'un salon du livre comme celui de Mons, salon du livre de Wallonie? Donc, vous allez parcourir la francophonie belge avec votre livre. Et la deuxième question, même s'il ne faut pas poser deux questions en même temps, que représente ce réseau rencontre des auteurs francophones? Qu'est-ce qu'il représente pour vous et qu'est-ce qu'il vous apporte? alors, Le salon du livre d'abord et puis le ce livre. que j'attends du Salon du Livre de Mons, c'est la troisième fois que j'y vais. Donc, c'est de retrouver des lecteurs qui sont déjà venus à ma rencontre. C'est aussi de faire de nouvelles rencontres. C'est peut-être avoir la chance d'être lauréate du prix du livre Mons. C'est Vous n'êtes pas partager. finaliste. Être finaliste, c'est déjà avoir gagné un prix, hein. Être lauréate, j'ai dit. Voilà. Oui, c'est ça, oui, bien Euh, sûr, tout à fait. Mais moi, je oui, suis oui, bien intéressé en sûr, bien disant sûr. déjà être sélectionné, être dans les finalistes. Voilà, c'est retrouver des personnes que j'apprécie, comme Catherine Coquet, comme Magali Villain, comme beaucoup de d'auteurs belges aussi, avec qui j'ai des liens et des affinités. Ce sont 2 jours de retrouvailles, de rencontres, de chaleur humaine. Hein, voilà, apporter cette chaleur du sud vers les climats plutôt froids de Mons. Et je serai au sein justement de la grande famille de rencontres des auteurs francophones. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte beaucoup d'humanité, ça m'apporte beaucoup de liens essentiels, affectifs, d'émulation, et surtout ça m'apporte une joie de vivre quand je vois tous ces auteurs ensemble, mus par un seul amour et je dirais une seule passion, cet amour de la littérature francophone et de cette belle langue française que chacune et chacun défend à sa manière. Voilà ce que c'est le réseau pour moi. C'est une grande famille à laquelle je suis profondément attachée. Et Sandrine Mérez est d'ailleurs beaucoup plus, je dirais, qu'une amie. C'est un membre de la famille, voilà, de ma famille, quelqu'un qui m'est très proche aujourd'hui.
Très bien. Eh bien, c'est sur cet attachement intense que je vous propose d'achever cet entretien. Je me réjouis de vous revoir à Mons à la fin du mois de novembre et de lire vos deux derniers romans, celui consacré à Camus et celui consacré à Gary. Merci beaucoup, Mona. Avec plaisir, à très bientôt à Mons.